Là, comme ça, rien de plus qu'une fenêtre. Mais si on s'approche un peu, on va voir qu'elle est spéciale, cette fenêtre. Spéciale parce qu'elle permet d'accéder à un pouvoir ultime, celui de changer le monde. Elle l'a changé hier, elle le change aujourd'hui et elle le changera demain aussi. Pour le meilleur, parfois, et pour le pire, souvent. Cette fenêtre, elle nous concerne toutes et tous parce qu'elle utilise l'arme absolue de l'humain, le langage. On l'appelle la fenêtre d'Overton. Elle représente l'espace d'acceptabilité d'une idée dans une société. Donc, dans le cadre de la fenêtre, les idées considérées comme tout à fait acceptables, bien inscrites dans le débat populaire et pouvant faire l'objet de politiques publiques, par exemple. En dehors du cadre, celles qui sont inacceptables, radicales. Et cette fenêtre, elle n'est pas figée, elle évolue, se déplace, s'élargit, à mesure que certaines idées intolérables s'immiscent peu à peu dans le débat public et deviennent la norme, ou qu'à l'inverse, des idées acceptables deviennent inacceptables et anormales. Tiens, quelques exemples. D'abord, celles qui sont entrées dans le cadre à un moment donné de l'histoire. On peut penser notamment au droit de vote des femmes, ou bien à leur droit à l'avortement, au mariage entre personnes de même sexe en France, ou encore à la fin de la ségrégation aux États-Unis. Mais on peut aussi penser à d'autres exemples moins heureux, comme celui de la normalisation de la torture par les Américains dans les années 2000, ou celui de leur intervention en Irak qui a bénéficié d'une vaste manipulation de l'opinion. Ensuite, les idées qui sont sorties du cadre. Là, on peut citer le travail des enfants, ou bien la peine de mort en ce qui concerne la France, mais aussi le colonialisme ou l'esclavagisme. Enfin voilà, t'as compris le concept. D'ailleurs, il a été théorisé en 1990 par l'américain Joseph Overton, qui lui a donc donné son nom. Cet homme, qui était juriste et lobbyiste libéral, il explique que pour changer ce que les gens estiment être acceptable, mieux vaut commencer par évoquer l'extrême, pour que, face à lui, le radical paraisse discutable, le discutable paraisse raisonnable, le raisonnable paraisse acceptable, avant qu'enfin l'acceptable soit populaire et normalisé. Ce concept, dans l'absolu, il peut s'appliquer à un tas de situations et de spectres de la société, parce qu'après tout, il s'agit de bouleverser la norme, de la déplacer, de la redéfinir. Et dans bien des cas, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, le déplacement de la fenêtre peut changer un quotidien, une vie, une société tout entière. S'arrêter à la simple analyse de ce concept serait dommage. Non, il faut s'intéresser à l'outil qu'il mobilise pour faire son petit bonhomme de chemin et atteindre son objectif. Un outil qui peut très vite devenir une arme, le langage. Une arme permettant l'accès à la liberté, à la justice et à la dignité. Mais une arme aussi de destruction massive de cette même liberté, de la vérité et parfois de la vie. Tout dépend de son utilisation et de la personne qui l'utilise. Sans aller chercher trop loin dans le temps, notre histoire dite contemporaine abonde de séquences historiques où le langage renverse les consciences, où le déplacement sémantique redéfinit le sensé et l'acceptable, où les mensonges les plus grossiers, les plus odieux, répétés encore et encore et encore, sont intériorisés et façonnent l'esprit. Au point parfois de créer des nouvelles réalités alternatives, très chères à certains leaders mondiaux. Si, à échelle individuelle, les mots que l'on reçoit peuvent remettre en question la perception que l'on a de nous-mêmes, peuvent nous déséquilibrer, voire nous pousser à la souffrance et au chaos. Alors, qu'en est-il lorsque, à l'échelle d'une communauté, d'un pays, d'une société, des mots choisis avec méthode, précision et volonté idéologique nous parviennent ? Aujourd'hui, notre pays, et d'autres aussi, s'habituent à l'utilisation d'un langage hérité d'une idéologie que le devoir de mémoire nous a pourtant appris à bannir.
Un langage qui est par nature dangereux et qui profite de tout un système pour nous paraître normal. Pour ce qu'il est, pour l'héritage qu'il incarne et pour les sombres intentions qui le motivent, notre regard sur ce langage doit être averti et éclairé. Aujourd'hui, en France et dans d'autres pays, on a largement de quoi s'interroger au sujet de l'enjeu de la fenêtre d'Overton, et plus encore au sujet du langage qui irrigue notre façon de penser la société. Un tas de mécanismes du monde médiatique et politique sont en marche pour que les idées des uns deviennent les nôtres, pour que leur réalité, leur vérité deviennent celles qui sont acceptables, populaires et légales. Et on va y venir, on va décrypter tout ça. Notamment dans l'épisode 2 qui sera notre support d'enquête essentiel afin de développer dans l'épisode 3 un regard critique et je dirais même citoyen. Mais avant ça, tu l'as compris, il y a une autre étape très importante. Pour décrypter au mieux les mécanismes d'aujourd'hui, nous allons d'abord poser notre regard sur le passé. Un passé qui peut nous éclairer sur le présent et nourrir l'analyse que l'on en fait. C'est pour ça que dans ce premier épisode, on va revenir factuellement sur ce que peut être un terreau fertile à l'arrivée du pire. Un moment de flottement dans un pays, une brèche qui s'ouvre et qui ne se referme pas. Bon, il y a un exemple très concret concernant un pays en particulier qui a vécu une période perméable à l'ouverture de la fenêtre, au maniement du langage, conduisant sa société à l'acceptation et la légalisation de certaines idées jusqu'alors intolérables dans le débat public. Ok, tiens, tu vas essayer de deviner le pays dont il est question. Un pays marqué par un profond déni démocratique, dans lequel le président ignore la réalité des suffrages aux élections législatives. Ce même président qui nomme des chefs de gouvernement non issus du bloc vainqueur. Un pays marqué par des difficultés économiques et financières, dont le chef de gouvernement, issu d'un parti centriste, pratique un pouvoir politique qualifié de libéral autoritaire. Dans ce pays, les partis de gauche, pourtant dominants lors des législatives, se divisent entre eux. Les centristes glissent vers la droite s'allie avec l'extrême droite, qui, elle, ne cesse de monter, et reçoit les faveurs du grand capital, qui sait ses intérêts davantage protégés avec l'extrême droite au pouvoir qu'avec une gauche réformiste. Une extrême droite dont le discours est aussi porté par le principal patron de médias du pays, un milliardaire aux idées plus que conservatrices, et dont les journaux pointent quotidiennement du doigt une partie bien précise de la population. Cette énumération d'éléments n'est pas exhaustive, mais je pense que ça suffit pour mettre fin à la devinette. Ce pays, dont je viens rapidement d'exposer certains éléments de sa configuration politique à un moment donné de son histoire, eh bien, c'est l'Allemagne, des années 1928 à début 1933, juste avant que les nazis soient placés au pouvoir et puissent débuter leur sombre manœuvre. Tu le sais peut-être, c'est pourtant à partir de 1933 que l'horrible idéologie nazie s'est peu à peu dévoilée au grand jour, avant de se muer en exclusion, en persécution, en massacre et en millions de morts. Ce moment dramatique de notre histoire récente permet de se rendre compte du pouvoir des mots et du danger qui plane au-dessus d'une société lorsqu'elle s'abandonne à la contre-vérité et à la facilité de la haine. Seulement, comme je te l'ai dit, il est important de se poser quelques minutes sur ces 5 années précédant 1933. Autrement dit, sur le contexte qui a permis au parti nazi d'arriver au pouvoir. Quel était ce terreau fertile qui a vu germer les graines de cette idéologie totalitaire et génocidaire ? À quel point la démocratie a-t-elle été mise à mal pour laisser gagner le langage de la haine ? Bon, cette période 1928-1933, tu vas le voir, elle est assez troublante, parce qu'elle évoque inévitablement en nous certaines choses dont nous sommes familiers. Pour t'en parler, j'ai notamment basé mon travail de recherche sur les travaux de l'historien spécialiste du nazisme Johann Chapoutot.
qui a récemment publié ce livre, et qui explique dans cette vidéo par exemple la façon dont le parti d'Hitler a été mis au pouvoir sans n'avoir jamais remporté une seule élection nationale. Allez, je tente de te présenter l'essentiel le moins grossièrement possible. On est le 20 mai 1928. Le parti social-démocrate, le SPD, arrive en tête des élections législatives. Conformément à la Constitution, le président Hindenburg doit nommer un chancelier issu de la première force politique. Mais aux yeux de ce militaire aristocrate prussien, le SPD, qui est pourtant de centre-gauche, est déjà trop socialiste, et il aime pas beaucoup ça. Alors le président procrastine. Mettre la gauche modérée au pouvoir, ça l'irrite, et il prend finalement 3 semaines à nommer un chef de gouvernement issu du SPD. Et voilà que cet homme, Müller, est désormais chancelier. Il dirige un gouvernement dit de grande coalition, puisque réunissant des ministres de gauche, du centre et de droite. Mais l'entourage du président Hindenburg, composé de grands propriétaires terriens, de banquiers et autres membres des élites allemandes, voit dans ce gouvernement une menace marxiste, notamment lorsqu'il soutient en partie une série de grèves dans la région industrielle de la Ruhr. Les milieux d'affaires, une partie de la presse et le grand patronat lancent alors une campagne pour faire tomber ce gouvernement jugé trop social. Le krach boursier d'octobre 1929, il n'arrange rien. L'Allemagne est dépendante des capitaux américains. Et comme d'autres pays, elle est en difficulté. Face à la crise, le fossé politique se creuse alors un peu plus. D'un côté, les ministres de gauche qui veulent relancer l'économie, notamment en augmentant les dépenses publiques. De l'autre, les ministres de droite qui veulent la déflation et une politique d'austérité. Des désaccords au sein du gouvernement qui font patiner le travail parlementaire. En réaction, en décembre 1929, le président Hindenburg et un certain Bröning, fin technicien des finances publiques, membre du parti centriste, réfléchissent ensemble à un moyen de contourner le régime parlementaire. Leur idée est précise et repose sur l'article 48 de la Constitution de Weimar, celui qui donne la possibilité de prendre toutes les décisions par décret présidentiel en cas de force majeure, conférant ainsi au chancelier des pouvoirs d'exception. Pour Hindenburg et Bröning, c'est très clair, il y a ici une fragilité du système démocratique à exploiter. Le temps passe un peu, et le 27 mars 1930, le gouvernement Müller, qui était sous pression depuis le début, il finit par tomber. Seulement 2 petits jours plus tard, surprise, le président Hindenburg désigne Bröning comme chancelier. Un chef de gouvernement sans légitimité, puisque issu d'un parti non majoritaire au Parlement. Comme convenu avec le président quelques mois plus tôt, Bröning dispose des pouvoirs d'exception grâce à l'article 48. Il dirige par décret présidentiel et confisque en quelque sorte la démocratie. Lorsque vous avez au pouvoir des gens qui considèrent les articles de la Constitution comme une simple boîte à outils, comme on le dit désormais, dans une simple logique formelle, purement utilitariste, qui consiste à se maintenir au pouvoir coûte que coûte, en ignorant complètement la réalité du pays, la réalité socio-électorale et les aspirations populaires, ça aboutit à des catastrophes. Et c'est ce qui s'est passé en juillet 1930. Lorsque le Parlement tente de s'y opposer, il est dissous. Alors, de nouvelles élections législatives ont lieu, et elles sont une nouvelle fois remportées par le bloc de gauche. Mais Bröning est maintenu au pouvoir. Cette forme de déni démocratique habitue peu à peu les Allemands à ce que le pouvoir en place ignore les urnes. Dans le même temps, le Parti communiste ne cesse de progresser, tandis qu'un autre parti politique jusqu'alors peu en vue fait une percée au Parlement, le parti nazi. On est donc fin 1930, et les 2 années qui suivent sont marquées par plusieurs choses. La première, c'est que la principale opposition, la gauche modérée du SPD, prend peur face à la montée du parti nazi. Elle décide donc de tolérer la politique de Bröning, qui est vue comme un moindre mal. Une politique qui est pourtant utilitariste, purement technique et non démocratique.
Une politique qui détruit l'État-providence, les services publics, baisse les minima sociaux, déconstruit le droit du travail, bref, un moindre mal qui est quand même assez dur. La tolérance et la passivité du SPD à l'égard de cette politique, eh bien, ça fait baisser sa popularité, ce qui profite au parti situé plus à gauche, le Parti communiste. Ok, la seconde chose, c'est que le parti nazi met en sourdine son antisémitisme. Sa vision biologisante et complotiste ne prend pas, car le pays, dans sa grande majorité, n'est pas antisémite. Pour convaincre, les nazis s'affichent donc comme étant des partenaires responsables et fréquentables. Responsables parce que supposément opposés à la guerre, favorables à la paix. Cet homme, c'est Olivier Manoni, auteur entre autres de ce livre. Il est un traducteur renommé de la langue allemande, notamment d'un certain nombre d'ouvrages liés à la pensée nazie, dont Mein Kampf par exemple. Entre 1925-26, où on commence à s'intéresser à lui et l'étranger, et 1939, il va donner des dizaines d'interviews à des correspondants étrangers où il va expliquer que le nazisme est un mouvement absolument pacifique, qui n'a aucun intérêt à faire la guerre, qui ne fera jamais la guerre. Les nazis opposés à la guerre, une hérésie donc quand on connaît le rapport obsessionnel entre Hitler et la conquête. Mais une hérésie qui devient vérité aux yeux de la population. Eh oui, répète un mensonge et il se peut qu'un jour il sonne comme une vérité dans les oreilles des autres. Donc des nazis qui s'affichent comme étant responsables, ok, mais également comme étant fréquentables parce qu'ils lissent leur discours et poursuivent leur rapprochement avec les élites du pays. Hitler est mis en lien avec le milieu bancaire et médiatique, il est aussi reçu à plusieurs reprises par des clubs patronaux. Bref, tout un tas de rencontres de salon qui atteint son point d'orgue en janvier 1932, lorsque Hitler fait un discours devant 1000 patrons au club de l'industrie de Düsseldorf. Discours lors duquel il ne parle que très peu d'économie et met plutôt en avant leurs intérêts communs et une vision commune de la société, celle du darwinisme social, d'une propension naturelle à dominer. Pour les convaincre, Hitler affiche aussi le KPD comme principale menace du système établi. Un refrain incessant qui est repris par d'autres formations politiques et par une bonne partie des médias. C'est un tournant. Le discours nazi se défait de son image extrême. Il devient raisonnable et franchit un obstacle important, obtenir les faveurs du grand capital. Bon, le troisième élément marquant, c'est que les médias jouent un rôle très important dans la montée du racisme et de l'antisémitisme. Et ça, c'est notamment le fait d'une personne, Alfred Hugenberg, un milliardaire propriétaire d'un tiers des journaux allemands au début des années 30. Il détient aussi la plus grosse compagnie cinématographique du pays et possède une société qui diffuse les informations au cinéma juste avant le début des films. Hugenberg, il est par ailleurs chef d'un parti politique de droite conservatrice. Bon, et son objectif alors, quel est-il ? Ici, vous avez Alfred Hugenberg, qui était le milliardaire mania des médias, qui avait décidé, pour promouvoir l'extrême droite, d'investir dans les médias et de constituer un empire médiatique qui nazifierait l'espace public, toute ressemblance, etc., etc. Les journaux de l'empire Hugenberg sont à l'affût du moindre fait impliquant une personne juive, et d'autant plus si elle est immigrée de Pologne, par exemple. Des informations très ciblées et martelées en une des journaux pendant des jours, voire des semaines. Hugenberg, il a aussi mis en place un système d'abonnement qui livre matin, midi et soir des éditos et des rubriques toutes faites, et dont le contenu est tantôt raciste, alarmiste et angoissant, mais aussi décadentiste, ou autrement dit qui dénonce une panique morale appelée bolchevisme culturel. C'est un concept utilisé par les conservateurs qui désigne dans la politique ou dans l'art tout ce qui a trait à l'égalité des droits, à l'émancipation des femmes, des minorités, à la justice fiscale. C'est en quelque sorte une forme d'ancêtre de ce que certains conservateurs appellent aujourd'hui le wokisme. L'empire médiatique d'Alfred Hugenberg répand aussi la notion de judéo-bolchevisme. En Allemagne, cette pensée complotiste affirme que les juifs et les communistes œuvrent ensemble au déclin du pays. Ce système médiatique imprègne l'espace public allemand des idées de l'extrême droite. Ces éléments de langage germent peu à peu dans la tête des gens,
la fenêtre d'Overton est tranquillement élargie. Ok, voilà donc un peu le tableau de 1930 à 1932. Là, on est donc en 1932, un an avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et en 1932, c'est le gros bordel. Le président Hindenburg est réélu en avril. Il est notamment soutenu par le SPD, qui continue sa tolérance par peur de la progression du parti nazi. Après les élections, le 1er juin, von Papen est nommé chancelier. Il est issu du parti centriste, mais sa politique est plus proche de l'élite conservatrice allemande. Sa place, elle est fragile, puisqu'il n'est pas issu des partis qui dominent le Parlement. Et donc, 3 jours plus tard, le 4 juin, von Papen dissout déjà le Reichstag. Les raisons de cette dissolution ? 1. Éviter une motion de censure. 2. Neutraliser le Parlement pendant un certain temps afin d'assurer la gouvernance par décret très cher au président Hindenburg. 3. Refaçonner le paysage politique en le faisant pencher à droite. Et 4. Renforcer le pouvoir présidentiel. Durant cette période, l'interdiction des milices SA et SS est levée. Plusieurs centaines de morts et blessés sont décomptés lors d'agressions et affrontements. En juillet, les élections législatives qui suivent cette dissolution laissent apparaître une configuration très claire. 3 blocs dominent. Les nazis, qui poursuivent leur énorme progression avec désormais un tiers des électeurs. Le bloc de gauche, qui totalise un peu moins d'un tiers des voix. Et le centre plus faible. Arrivé en tête, donc, Hitler n'est pourtant pas nommé chancelier en août, et celui qui est toujours en place, von Papen, est maintenu à son poste. Mais en septembre, un vote de défiance du Parlement le renverse. Là, tu me vois venir, nouvelle dissolution, nouvelle législative 2 mois plus tard, en novembre. Et cette fois-ci, le parti nazi perd des voix. Il reste le premier parti au Parlement, mais est désormais derrière le bloc de gauche. Il recule, et ça, pour Hitler, pour les nazis, ça veut dire une chose, ils ne parviendront jamais à arriver au pouvoir. Plusieurs notes rédigées par des membres du parti nazi attestent de cette résignation. En France, l'homme de gauche Léon Blum observe ce déclin inespéré, et le 8 novembre, dans les colonnes du journal Le Populaire, il écrit « Hitler est désormais exclu du pouvoir. Il est même exclu, si je puis dire, de l'espérance du pouvoir. La social-démocratie conserve sa puissance pour les luttes de demain. Entre Hitler et le pouvoir, une barrière infranchissable est dressée. Et cet échec définitif du racisme est par excellence la victoire de la social-démocratie. » À peine 3 mois plus tard, Hitler sera nommé chancelier. Là, on peut vraiment se demander ce qui a foiré en moins de 90 jours. Voilà les points essentiels. Von Papen, il a sauté, faute de majorité au Parlement. Le nouveau chancelier Schleicher ne parvient pas à former une majorité, malgré ses mains tendues au SPD, au Parti conservateur et au Parti nazi. Le SPD, lui, fait des erreurs de calcul. Les nazis, quant à eux, font parler leur cupidité en refusant la main tendue par le chef du gouvernement qui leur proposait quelques postes à responsabilité limitée. Plus que ça, Hitler rencontre à plusieurs reprises le revanchard ex-chancelier von Papen qui œuvre en sa faveur. Il pense qu'une arrivée d'Hitler au pouvoir lui serait bénéfique parce que le parti nazi ne tiendrait pas longtemps à la tête du gouvernement et qu'il se verrait donc de nouveau nommé chancelier pour apporter de la stabilité. Mais surtout, Hitler rencontre aussi un certain nombre de personnes fortunées et influentes. Ensemble, ils planifient une nouvelle chancellerie de coalition de droite et extrême droite qui serait, cette fois-ci, dirigée par Hitler. Enfin, lors d'un rendez-vous avec le fils du président Hindenburg, Hitler promet de défendre les intérêts de la famille présidentielle, notamment en matière de propriété agraire. Et voilà que le 30 janvier 1933, intérêts privés, calculs politiques et faillite du travail parlementaire permettent à Hitler d'être nommé chancelier.
L'opinion publique est ensuite de plus en plus manipulée, ce qui permet à l'extrême droite d'obtenir la majorité au Parlement après de nouvelles élections. Puis tout s'enchaîne très vite. Proclamation de l'état d'urgence, vote des pleins pouvoirs, début du boycott des magasins juifs, dissolution des syndicats et des partis politiques, autodafé et d'autres événements fixant peu à peu le pays dans la dictature. La nature raciste et antisémite du parti nazi refait surface. Leurs éléments de langage déshumanisent une partie de la population. Dans ce pays, pas plus exposé à la haine que ses voisins, le terreau fertile à l'explosion de la fenêtre et à la diffusion de l'idéologie nazie était celui du déni de la démocratie, du calcul et des intérêts privés, de la manipulation médiatique, de la désinformation, ainsi que de l'essentialisation et de la stigmatisation d'une partie de la population. L'utilisation dangereuse du langage a ensuite produit les effets attendus par ceux qui prononcent les discours. Une justification et normalisation de l'exclusion juridique et sociale des juifs et des opposants politiques, une ségrégation totale des violences et des expulsions, puis les ghettos, les massacres, le génocide. Bon, évidemment que dans la période qu'on vient de voir ensemble, l'analogie avec une bonne partie du contexte politico-médiatique français actuel semble inévitable, parce qu'un certain nombre d'éléments et de mécanismes propres à cette séquence 1928-1933 résonnent dans le moment que l'on vit aujourd'hui. Et je mentirais si je disais que j'avais choisi de te parler de cette période sans y penser. Mais je sais aussi que l'exercice de l'analogie est parfois dangereux, hasardeux, incohérent, anachronique, et qu'il dispose de ses propres limites. Pourtant, dans cet exemple précis, je pense qu'il n'est pas illégitime. À la fin de l'épisode 3, t'auras toutes les clés pour te faire ton propre avis. Et puis, si je me mettais à douter de la pertinence de l'analogie, alors les mots de l'historien Johann Chapoutot, qui explique justement sa démarche analogique, lèveraient ce doute. Charge à l'historien de procéder honnêtement, en faisant un travail de source très abondant, en confrontant les points de vue et les sources, et surtout en pensant contre soi-même en permanence. Le fait de s'intéresser au passé me permet à moi, à mes collègues, de mieux comprendre des dispositifs politiques, économiques, sociaux dans lesquels nous sommes pris. Il y a des catégories, des notions, des réalités qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont nées dans les années 30. Le début des années 30 est un moment matriciel pour nous. Quoi qu'il en soit, au-delà de cette analogie, ce qui est intéressant dans ce moment historique qu'on vient de voir ensemble, c'est que le déplacement de la fenêtre, la normalisation d'une utilisation dangereuse du langage, elles n'ont pas eu besoin d'un contexte chaotique pour s'installer au pouvoir et se muer peu à peu en autoritarisme et en rejet total d'une partie de la population. Juste une société où la démocratie est malmenée, une société fragile, en manque d'équilibre parce que certaines fondations s'effritent et laissent introduire de dangereuses idées. C'est ce que cette période historique doit à minima nous enseigner. Car si chaque moment de l'histoire a son propre contexte, ses propres complexités, les mécanismes qui font cette histoire peuvent traverser le temps, se réinventer et trouver un écho particulier des années plus tard. Voilà pourquoi regarder en arrière permet aussi d'avancer. Avancer avec un peu plus de lumière pour éclairer certaines zones d'ombre qui pèsent sur le présent. Les éléments dont il va être question dans le prochain épisode ont eux aussi pour objectif d'apporter un éclairage sur une partie très influente du monde médiatique actuel. Un monde au rouage complexe qui fait l'objet d'une emprise troublante et dont le langage est marqué par une inquiétante idéologie.